bonjour à toutes et à tous et ravi de vous accueillir dans ce premier webinaire d'une longue série que l'on propose de mettre en place à l'initiative de la Maison Bleue, avec laquelle nous sommes en partenariat. Mon nom est Thomas Romer. Je suis désolé, je suis en train d'admettre en même temps les derniers retardataires. Ce webinaire est donc, comme je vous le disais, la longue série de 5 qui vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année, que la Maison Bleue a décidé d'initier en partenariat avec l'Open. Je m'appelle Thomas Romer, je suis le fondateur de cette association qui s'appelle l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, qui agit avec la Maison Bleue déjà depuis nombreuses années pour tout simplement aller former les collaborateurs des crèches et les éducateurs jeunes enfants notamment, mais pas que, toutes les équipes de la Maison Bleue qui le souhaitent, lors de formations autour d'un enjeu majeur qui va être l'objet de nos échanges aujourd'hui, à savoir la question de l'impact des écrans sur le développement des jeunes enfants. Et donc, lors de ce premier webinaire, nous avons décidé de tout simplement faire appel à l'un des plus grands spécialistes français de ce sujet, en la personne de Grégoire Borst, qui est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité et qui est également directeur du laboratoire Labsidé au CNRS. Grégoire, bonjour. On ne vous voit pas, Grégoire. Ah si, bon bah voilà, alors on vous voit. Grégoire, merci beaucoup d'être à nos côtés. On va se dire qu'on a 35 minutes devant nous avec le retard qu'on a pris un petit peu pour essayer de répondre à cette question autour de ce webinaire qu'on a décidé d'appeler enfants de moins de 3 ans écran, le vrai du faux, parce qu'il est vrai qu'on voit bien au regard de l'actualité que c'est un sujet, et ça date pas d'aujourd'hui, qui polarise beaucoup de discussions, des avis parfois divergents. Et il est vrai que pour les parents comme pour les professionnels, c'est parfois très compliqué de démêler un petit peu le vrai du faux. Il y a pas mal d'informations parfois erronées qui circulent. Et l'idée de vous donner la parole aujourd'hui, c'était un petit peu de permettre, grâce aux travaux que vous menez et aux recherches que vous menez, de remettre un petit peu les choses dans l'ordre et de pouvoir faire passer des messages de prévention et surtout également, dans un premier temps, nous dire que savons-nous vraiment sur l'impact des écrans sur le développement des jeunes enfants. Et je vous propose de vous laisser sans attendre la parole. Merci beaucoup. Je vous invite également donc à couper vos caméras, vos micros et éventuellement, si vous avez des questions, on essaiera d'en sélectionner 3 ou 4 à la fin de l'intervention pour permettre de répondre à quelques-unes de vos questions et respecter le temps imparti. Bon webinaire à tous. On se retrouve en fin d'intervention de Grégoire. Grégoire, c'est à vous. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de balayer un certain nombre de questions qui peuvent se poser et des effets potentiels de l'exposition aux écrans avant 3 ans. Alors, vous verrez que les résultats restent encore finalement à prendre avec un certain nombre euh, avec une certaine distance, notamment parce que globalement, et je dis ça en préambule, et en préalable, les données que nous avons en termes de développement cognitif, de développement socio-émotionnel, et sur le développement langagier en particulier, restent des données avec des niveaux de preuves qui sont faibles. Et je pense que c'est important que vous ayez ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de vigilance à avoir. C'est pas. On peut tout à fait, d'ailleurs, quand on a des niveaux de preuves qui restent relativement faibles, considérer que sur un principe de précaution, il faut limiter au maximum l'exposition aux écrans avant 3 ans. Je vais essayer de vous montrer qu'effectivement, c'est une problématique extrêmement complexe et que quand on essaye d'observer l'effet potentiel des écrans avant 3 ans, on a des effets qui sont très dépendants d'autres facteurs et que quand on prend en compte l'ensemble de ces facteurs, on observe plutôt des liens qui sont certes négatifs, mais qui restent relativement faibles. Et avec des données qui peuvent être partiellement divergentes sur un certain nombre de points. Donc, je vais essayer de balayer tout ça rapidement. En repartant, je dirais, d'un constat, c'est que, évidemment,
il faudrait que, voilà. En partant d'un constat, c'est que finalement, c'est une question fortement médiatisée, ça vous aura pas échappé, qu'elle crée des clivages importants entre, on va dire, les pro-écran et les anti-écran, et que avoir une position, je dirais, mesurée dans ce contexte-là, c'est toujours complexe. Alors, vous savez qu'il y a eu un certain nombre de publications, notamment une publication par quelqu'un qui se présente comme un neuroscientifique et un directeur de recherche à l'INSERM, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait La fabrique du crétin digital et qui suggérait que finalement l'exposition aux écrans avait de façon globale, indépendamment de l'âge d'ailleurs des enfants et des adolescents, un effet extrêmement délétère sur le développement de l'intelligence. On sait qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, que si par exemple on regarde le développement de l'intelligence d'une génération à une autre, contrairement à l'hypothèse centrale de ce livre, l'intelligence n'est pas en train de s'effondrer du tout dans nos sociétés, elle est en train de changer certes, mais quand vous réétalonnez les tests qui sont utilisés pour mesurer l'intelligence dans la population, vous observez l'effet qui était classiquement observé d'une génération à une autre depuis une centaine d'années, c'est-à-dire qu'on a une augmentation progressive du quotient intellectuel d'une génération par rapport à la génération précédente. Donc, clairement, le numérique n'a pas tout d'un coup effondré l'ensemble de nos capacités cognitives et de notre intelligence. Pour autant, elle pose des questions. On voit bien, hein, si vous regardez les médias et les titres et les nombreuses articles qui en découlent, on voit bien que, en tout cas, ça fait vendre et que c'est une question qui est un peu centrale, avec même possiblement parfois une impression de panique morale autour de cette question-là. Alors, on vous dit par exemple que votre smartphone vous rend stupide, c'est scientifiquement prouvé. En généralement, quand vous entendez c'est scientifiquement prouvé, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de chiffres à la clé derrière ça. J'étais à une émission il y a 2 jours dans laquelle une enseignante disait que le fait d'utiliser le numérique faisait que les enfants n'utilisaient plus de 30% de leur cerveau. Il n'y a aucune donnée là-dessus. Hein. Enfin, je veux dire, de toute façon, on est incapable de mesurer ça. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, on entend des espèces de raccourcis de pensée de ce point de vue. Et puis, il n'y a pas que, je dirais, la sphère médiatique qui est touchée par ça. On a aussi des professionnels de santé qui prennent position de ce point de vue-là et qui vont argumenter sur le fait qu'il y a finalement un véritable enjeu d'avoir un principe de précaution par rapport à l'utilisation des écrans. Alors, vous avez sans doute entendu parler de ce collectif de surexposition aux écrans qui existe depuis maintenant plusieurs années et qui a eu la faveur notamment du Monde pour exposer finalement dans une tribune, enfin en fait dans plusieurs tribunes, puisqu'ils ont eu 3 tribunes, dans lesquelles ils ont exposé finalement leurs craintes par rapport à l'exposition aux écrans. Alors, le titre est effectivement assez accrocheur. On demande qui défend-on, les enfants ou l'industrie du numérique. Je pense que c'est une question finalement qui peut se poser, mais qui se pose pas pour les chercheurs qui essayent d'avoir un discours un peu plus mesuré de ce point de vue-là. On n'est pas payé par l'industrie du numérique. On reçoit en fait, il y a assez peu de lobby d'ailleurs de l'industrie du numérique sur les chercheurs, parce que d'une certaine manière, ils ont même pas besoin de le faire. On les laisse suffisamment tranquilles pour qu'il n'y ait pas de nécessité de venir faire du lobby auprès des chercheurs. Mais je voulais juste vous montrer que la problématique finalement parfois du discours autour des écrans, c'est qu'elle ne relève pas de la mise en évidence de liens de causalité. Alors, je vais essayer de vous montrer ça avec l'argument utilisé par ce collectif de surexposition aux écrans, alors qui réunit des médecins, des orthophonistes, des enseignants, enfin toute une, je dirais, un panorama intercatégoriel de personnes qui s'occupent des enfants et qui disent globalement, ben, regardez, ce qu'on observe nous, c'est que depuis entre 2010 et 2018, on a une augmentation dans notre patientèle des troubles intellectuels et cognitifs, des troubles du psychisme et des troubles du langage et de la parole, avec des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 90% pour les troubles du langage et de la parole. Et qu'est-ce qui a changé dans notre environnement entre 2010 et 2018, ou qu'est-ce qui a changé dans l'environnement de l'enfant? C'est bien l'exposition extrêmement importante et la surexposition aux écrans. Alors, le fait qu'il y ait une augmentation du pourcentage de troubles et de l'identification des troubles, ça s'explique en fait par plein d'autres choses que le simple fait qu'il y ait une émergence du numérique dans notre vie quotidienne. Ça pourrait être le cas, hein, mais sauf qu'en fait, il y a aussi le fait que on a fait d'énormes progrès, on a beaucoup sensibilisé les professionnels de santé justement à identifier les troubles et que ça peut tout à fait expliquer qu'aujourd'hui, comme
ces professionnels de santé sont beaucoup plus sensibilisés à ces troubles, finalement, ils diagnostiquent beaucoup plus les troubles du langage et de la parole. Et puis, la question aussi, c'est de savoir est-ce que finalement ces troubles, que ce soit les troubles intellectuels et cognitifs, troubles du psychisme ou les troubles du langage et de la parole, est-ce qu'ils sont préexistants et donc ils expliquent le fait que certains enfants vont plus utiliser les écrans, ou est-ce que c'est réellement les écrans qui produisent ce type de trouble? Et ça, c'est toute la problématique entre la différence entre une corrélation de fait de choses ou de variables qui vont finalement évoluer dans le même sens, augmentation du temps d'écran et puis l'augmentation des troubles observés dans les patientèles, et puis le lien de causalité, le fait de dire que c'est réellement parce que ces enfants ont été exposés très fortement à des écrans qu'ils ont développé ce type de trouble. Alors, on va lever tout de suite l'ambiguïté, les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire notamment pour ce qui concerne les très jeunes enfants, puisque généralement on pose des diagnostics des troubles du neurodéveloppement assez tardivement, mais sauf pour un qui concerne les troubles du spectre autistique, les troubles du spectre autistique ne peuvent pas être produits par l'exposition aux écrans. Et tout discours qui viendrait à dire le contraire relève de la fake médecine et des fake news. Un trouble neurodéveloppemental est dépendant de la façon dont se développe le cerveau. Il ne peut pas être produit par l'exposition aux écrans, même à un très jeune âge. Donc il faut qu'on évacue cette problématique-là. Les écrans ne produisent pas des troubles neurodéveloppementaux, pour autant, ils peuvent avoir des impacts sur le développement intellectuel, cognitif, langagier, potentiellement des très jeunes enfants. Mais il faut bien qu'on dissocie les deux discours. Pas d'émergence des troubles du neurodéveloppement, pour autant, ils peuvent avoir des effets sur des décalages observés dans l'acquisition d'un certain nombre de compétences. Parce qu'une fois qu'on a mis ça de côté, on peut avoir un discours finalement mesuré sur les écrans, objectif, et qui permettent effectivement d'avancer réellement et d'imaginer des politiques publiques associées. Alors, je vais simplement vous montrer que des choses qui covarient ensemble, il y en a plein dans notre vie de tous les jours, et évidemment, ça viendrait à personne l'idée d'associer ces deux variables les unes par rapport à les autres. Alors, je vous en prends une qui est là pour vous faire sourire, mais globalement, si vous identifiez, si vous tracez une courbe sur l'évolution du taux de divorce entre de 2000 à 2009 et l'évolution de la consommation de margarine de 2000 à 2009, vous avez une corrélation parfaite entre les deux. Ces deux courbes sont strictement les mêmes. Ça viendrait à l'idée à personne de faire un lien de causalité entre la consommation de margarine et le taux de divorce et la diminution du taux de divorce. Eh ben, c'est à peu près aussi absurde que d'essayer de dire que les écrans produisent de façon simplement parce qu'il y a une augmentation du temps d'écran et de l'usage des écrans dans nos sociétés, que ça produit nécessairement une diminution de l'intelligence ou du développement cognitif. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas. Ça veut simplement dire que établir le lien de causalité, c'est particulièrement complexe. Alors globalement, quand vous observez des liens de corrélation entre deux variables, quand deux choses varient ensemble, en fait, ça peut soit vouloir dire effectivement que le temps d'écran produit des effets sur le développement cognitif et socio-émotionnel du jeune enfant ou de l'enfant plus âgé, mais ça peut tout autant vouloir dire que certains enfants qui ont certaines vulnérabilités cognitives et socio-émotionnelles utilisent plus les écrans. Typiquement, on sait que les enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, qui est un trouble neurodéveloppemental, ils ont tendance, pour gérer les difficultés attentionnelles qu'ils ont, à passer plus de temps sur les écrans. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ont passé beaucoup de temps sur les écrans qu'ils ont un trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Ces deux choses fondamentalement différentes. Donc il faut qu'on arrive à établir ce qui relève de deux choses qui covarient ensemble, de ce qui relève réellement d'un lien de causalité. Et puis la dernière chose, c'est que quand deux variables varient l'une avec l'autre, ça peut être dû à une autre variable, à une variable cachée qu'on a oublié d'évaluer ou qu'on a oublié de contrôler. Et typiquement, on sait que le milieu social d'origine, c'est-à-dire le statut socio-économique des familles, ça va jouer évidemment sur le temps d'écran, parce que c'est des contextes dans lesquels le contexte social est complexe, dans lequel on est dans une prévalence importante de familles monoparentales, avec des horaires de travail qui peuvent être décalés dans le temps, et que parfois, effectivement, les enfants se retrouvent plus devant les écrans, parce que c'est une façon, d'une certaine manière, de pouvoir les occuper quand les parents ne sont pas dans le foyer. Et on sait aussi que le milieu social d'origine est l'un des facteurs qui joue le plus sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Donc, vous pouvez voir apparaître des associations entre temps d'écran et développement cognitif et socio-émotionnel, simplement parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de mesurer, c'est
le lien entre le statut socio-économique des familles, le temps d'écran et le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Donc, si on veut faire des études sérieuses de ce point de vue-là, et c'est bien toute la complexité de ce qu'on doit essayer de mettre en place du point de vue de la recherche, il faut évidemment contrôler pour ces données-là. Si vous ne contrôlez pas pour ces données-là, d'une certaine manière, le lien que vous établissez n'est pas un lien direct entre le temps d'écran et le développement cognitif et socio-émotionnel. Il est en fait lié au milieu social d'origine. Donc, toute étude qui ne contrôle pas pour le milieu social d'origine des enfants, elle ne vaut rien d'une certaine manière en termes de conclusion. Parce que ça joue tellement sur le développement cognitif et ça joue tellement sur le temps d'écran qu'en fait, c'est très probablement ce qui explique l'association entre les deux. Donc, deux choses à retenir de cette première partie. N'établit pas des liens de causalité, qu'il faut faire attention à ces variables qui peuvent expliquer les associations observées entre temps d'écran et développement cognitif. Et puis, dernière chose, garder en tête que on a une autre problématique, c'est que nous avons des professionnels de santé qui sont extrêmement, je dirais, alarmants sur la problématique de l'exposition aux écrans. Et dans le même temps, quand on regarde en population générale, on a des données qui sont beaucoup moins probantes du point de vue du lien et des liens qui pourraient exister entre temps passé devant les écrans et développement cognitif et socio-émotionnel. Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une population de professionnels de santé qui sont très alarmistes et on a des études épidémiologiques population générale qui semblent pas relever, qui semblent avoir du mal à mettre en évidence ces liens extrêmement systématiques, négatifs entre le temps passé devant les écrans et le type de développement cognitif. Pourquoi ? Parce que, et c'est bien une des problématiques, c'est quand vous ne basez que sur les professionnels de santé, une des difficultés, c'est que vous n'interrogez que les enfants qui vont consulter un professionnel de santé. Donc, c'est pas forcément la réalité de ce que vous observez dans la population générale. Pour autant, il faut réussir finalement à articuler ces deux niveaux de preuves, des observations de professionnels de santé et des données épidémiologiques, scientifiques, en population générale, qui ne sont pas forcément aussi alarmistes. Et donc, ça peut aboutir à ce qui a été la préconisation dans la commission écran auquel j'ai participé, c'est-à-dire de dire, ça n'est pas sur la base des données scientifiques que nous suggérons et que nous continuons à recommander l'absence d'exposition des enfants de 0 à 3 ans aux écrans, c'est sur un principe de précaution au regard des signaux faibles qu'on peut détecter auprès des professionnels de santé. Donc, il faut bien comprendre d'où viennent parfois les décisions qui sont prises et qui sont mises en avance, notamment par des commissions d'experts. Alors, qu'est-ce qu'on sait quand même du temps d'écran et du développement cognitif de l'enfant ? On a un certain nombre de données qui sont notamment souvent faites sur des cohortes longitudinales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des groupes d'enfants qu'on a suivis dans le temps. Et par exemple, qu'est-ce que dit cette étude ? Alors, elle paraît très complexe, mais en fait, elle est très simple. Ici, on a demandé aux parents d'évaluer le développement cognitif général de leur enfant à 24 mois, 36 mois et 60 mois. Et dans le même temps, on leur a demandé d'évaluer le temps passé par leurs enfants devant les écrans à 24 mois, 36 mois et 60 mois. Et ce qui nous intéresse en soi, c'est pas la relation entre le développement à 24 mois et 36 mois. Ce qui va nous intéresser, c'est le temps passé devant les écrans à 24 mois et en quoi ça impacte le développement de l'enfant entre 24 et 36 mois, et de la même manière, en quoi le temps passé devant les écrans à 36 mois impacte le développement cognitif de l'enfant le développement général de l'enfant entre 36 et 60 mois. Et ce que montre cette étude, c'est qu'on est capable de détecter, en population générale, des liens qui sont plutôt des liens négatifs d'ailleurs, entre le temps passé devant les écrans et le développement général de l'enfant entre 24 et 60 mois. Cette étude, ce qu'elle dit, c'est que plus vous passez de temps devant les écrans à 24 mois, plus le développement de l'enfant entre 24 et 36 mois est moins bon que pour des enfants qui passent moins de temps sur les écrans. Donc ça, c'est en vrai à 24 mois, c'est vrai à 36 mois. Donc c'est un point de vigilance et effectivement, il faut être conscient de cela. Pour autant, il faut aussi évaluer, c'est tout l'enjeu finalement de toute la recherche qui s'opère sur ces questions-là, aussi et essentiellement la taille de ces effets. Est-ce que la taille de ces effets est importante ou est-ce que la taille de ces effets est faible ? Et dans cette étude-là, en tout cas, et c'est ce que rapportent globalement les études dans ce domaine-là, la taille des effets, ce que ça produit sur le développement de l'enfant, c'est des effets faibles. Donc c'est toujours le cas, c'est toujours des effets faibles. Mais ça va plutôt toujours dans le sens d'un effet négatif. Donc c'est bien comme ça qu'il faut analyser les données scientifiques, encore une fois, de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qui relève du trouble de l'attention et par exemple de l'exposition à la télévision ? C'est souvent là où on a le plus de données parce que la télévision, c'est ce qu'on a le plus utilisé depuis le plus longtemps dans les foyers.
Alors, il y a une première étude qui a été sortie au début des années 2000 qui suggérait finalement qu'il pouvait y avoir un lien entre troubles de l'attention et exposition à la télévision, avec l'idée que c'était uniquement détectable chez des enfants qui regardaient la télévision plus de 7 heures par jour, entre 1 et 3 ans. Plus de 7 heures par jour de télévision entre 1 et 3 ans, c'est quand même pas du tout ce qu'on observe dans la population générale. C'est vraiment des temps de surexposition à la télévision. Et puis l'autre chose, c'est que ça vous dit pas grand-chose parce que comme les troubles de l'attention et de l'hyperactivité sont des troubles qui sont présents dès la naissance, c'est évident que si ces troubles créent un facteur de risque d'utiliser plus la télévision, vous allez effectivement avoir des enfants qui n'ont pas encore été détectés comme des enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, qui vont effectivement passer plus de temps dans la télévision très jeunes, parce que c'est encore une fois, c'est une façon de pouvoir gérer les difficultés attentionnelles de ces enfants et leur hyperactivité. Donc encore une fois, ça établit pas nécessairement de lien de causalité entre les deux. Et puis en plus, c'est même plus problématique que ça. Une équipe de chercheurs vient de réanalyser l'ensemble de ces données et montre qu'il n'y a aucun lien entre le temps passé devant la télévision et les troubles de l'attention. Encore une fois, je parle de troubles, je ne parle pas de difficultés que peuvent avoir les enfants attentionnelles. C'est deux choses différentes. On a soit un trouble, c'est donc un trouble neurodéveloppemental, c'est le cerveau qui fonctionne différemment parce qu'il se développe différemment, et on a des difficultés attentionnelles des enfants qu'on pourrait potentiellement associer à du temps passé devant les écrans. Mais c'est deux choses, encore une fois, différentes. Mais retenez bien ça, même sur la télévision, on n'associe pas de troubles du neurodéveloppement à l'exposition à la télévision. Alors, il y a aussi la question sur les troubles du langage et en tout cas des déficits dans l'acquisition du langage. Alors, il y avait notamment cette étude qui est une étude française. Je vais aussi vous montrer effectivement, et c'est important d'avoir le contexte culturel. Donc, qu'est-ce qui se passe en France quand on regarde ce type de données? Et en gros, c'est une étude qui est intéressante, mais il faut bien comprendre comment a été construite cette étude. C'est une étude rétrospective, c'est-à-dire que c'est une étude qui a été faite chez des enfants autour de 5-6 ans. Ces enfants ont été diagnostiqués comme présentant des troubles du langage ou ne présentant pas de troubles du langage. Et puis, a posteriori, on essaye d'évaluer finalement les pratiques d'usage des écrans qu'ils ont pu avoir. Et on essaye de regarder est-ce que le temps d'usage des écrans, est-ce que les pratiques spécifiques et les temps avec lesquels les enfants ont été devant les écrans à différents moments de la journée, est-ce que ça crée des facteurs de risque de se retrouver dans le groupe des enfants qui ont des troubles du langage. C'est pas exactement la même chose qu'un lien de causalité. Il faut bien le comprendre. C'est des associations qu'on est en train d'opérer. Et globalement, pour aller très vite, parce que je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps, il y a deux grandes points de focale de cette étude qui semblent dire attention quand on s'intéresse au développement langagier de l'enfant et si on veut être sûr que les écrans aient le moins d'impact possible sur ce développement langagier de l'enfant, il faut éviter d'exposer les enfants aux écrans le matin avant d'aller à l'école. 2, il faut effectivement faire attention à bien parler du contenu finalement des écrans avec les enfants. C'est-à-dire que si on n'en s'engage pas du tout dans des interactions langagières avec l'enfant, et ça on le sait de façon plus globale, on a globalement des effets négatifs sur le développement du langage de l'enfant. Alors, je vais vous parler d'une autre étude, qui est aussi une étude française, qui est une étude issue de la cohorte EDEN, qui est une cohorte qui a été menée sur 1413 enfants qui sont suivis dans le temps de 2,5 ans à 6 ans. Et cette étude, globalement, ce qu'elle montre, c'est qu'on va regarder essentiellement ce qui se passe sur la droite de cette diapositive. Si on regarde le temps d'exposition à 2 ans et l'impact que ça a sur le développement de langagier de l'enfant à 6 ans, ce qu'on voit, c'est que globalement, si on expose les enfants pendant le temps du repas, on a des effets négatifs, encore une fois faibles, sur le développement langagier de l'enfant dans le temps jusqu'à 6 ans. Donc ça montre encore une fois qu'il y a des temps spécifiques où il faut être particulièrement vigilant sur l'exposition des enfants très jeunes aux écrans. Et pourquoi le temps de repas? Parce que le temps de repas, c'est un temps de socialisation. C'est un temps dans lequel on va communiquer les uns avec les autres. Et le fait qu'on soit, de communiquer avec les uns avec les autres, c'est ce qui sous-tend le développement du langage oral. Donc, finalement, bien sûr qu'il faut réguler le temps d'écran. Il faut, dans la mesure du possible, ne pas exposer les enfants avant 3 ans à des écrans. Mais il faut aussi penser des alternatives. C'est-à-dire que si pendant ce temps-là, les enfants n'est pas en interaction avec des adultes et n'entrent pas en communication avec des adultes, vous aurez strictement les mêmes effets. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est bien la communication enfant-adulte qu'il faut essayer de maximiser pour sous-tendre le développement langagier de l'enfant.
Bon, ce que montre simplement, ça c'est une autre cohorte, la cohorte ELF, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est une cohorte qui a commencé en 2013, qui suit plus de 13 000 enfants. Ici, c'est une des publications issues de la cohorte ELF qui regardait les liens entre l'exposition aux écrans à 2 ans et un certain nombre de variables liées au développement cognitif, langagier, moteur, verbal et non verbal de l'enfant à 2 ans, 3 ans et demi et 5 ans et demi. Globalement, ce que montre cette étude, pour aller très vite, c'est que il y a un effet à 3,5 et 5,5 ans du temps d'exposition qui est associé à un moins bon développement cognitif global. Encore une fois, les effets sont faibles. Et ils sont encore plus faibles quand vous prenez en compte des facteurs relatifs au mode de vie de ces enfants, c'est-à-dire leur milieu social d'origine et les pratiques parentales associées. Donc ça montre bien que quand on veut comprendre toute la complexité de l'exposition aux écrans sur le développement cognitif, langagier, moteur de l'enfant, il faut aussi prendre en compte le milieu social de l'enfant, les pratiques parentales associées et globalement son milieu de vie. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour faire des alternatives à l'utiliser, pour effectivement proposer des alternatives aux écrans, il faut qu'elles soient disponibles et qu'elles nous permettent effectivement de développer un certain nombre d'alternatives à cette utilisation. On est au bout du temps, c'est ça, Thomas? Non, mais enfin oui, on s'en approche doucement. Je sais que le temps imparti est relativement court. Oui, mais on peut globalement s'arrêter là et je peux finir sur ouais, moi, ce que je trouverais intéressant, voilà, si vous en êtes d'accord, Grégoire, et merci infiniment pour ces explications très claires. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, il y en a déjà, qu'on en prenne peut-être 2 ou 3. Ouais. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est revenir peut-être, puisqu'on s'adresse à un public de professionnels, mais aussi de parents qui ont des jeunes enfants. Concrètement, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on a des bonnes pratiques, en fin de compte, à pouvoir mettre en œuvre, que ce soit d'un point de vue professionnel ou dans sa vie de tous les jours en famille? On a bien compris les nuances que montrent les études. Pour autant, c'est vrai que les parents que nous rencontrons nous font toujours part de certaines difficultés. Les professionnels de la Maison Bleue également, que nous rencontrons dans le cadre des formations qu'on mène avec eux, nous font part aussi d'observations qui les préoccupent et qui les inquiètent. Comment est-ce qu'en tant que professionnel, on peut légitimement aller s'adresser à des parents et quels conseils leur donner en fin de compte? Alors, je pense que si on prend cette première perspective, peut-être plusieurs choses. Effectivement, d'insister auprès des parents sur 2 choses. D'une part, effectivement, il faut limiter autant que possible, tout en ayant conscience des réalités sociales de ces parents, le temps d'exposition aux écrans des plus jeunes enfants, c'est-à-dire avant 3 ans. Deuxième chose, faire très attention pour les parents de ne pas être sur leurs écrans quand ils doivent être en interaction avec leurs enfants. Je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut beaucoup insister, dans lequel on a beaucoup insisté sur le rapport, c'est la question de la technoférence, c'est-à-dire le fait que quand nous sommes, nous, parents, sur nos écrans, nous ne pouvons pas être en interaction avec nos enfants. Et donc, nous ne pouvons pas participer à leur développement cognitif et notamment leur développement langagier parce que pour apprendre le langage, il faut communiquer avec ses enfants. Donc, je pense que ça, c'est un point crucial à essayer d'aborder avec les parents. Troisième chose, se manager et manager du temps dans la journée en déconnexion complète des écrans pour l'ensemble des gens de la famille, notamment sur le temps du repas, parce que c'est un vrai temps de socialisation importante. Autre préconisation, de faire attention que souvent, les effets observés sont des effets qui sont dus à l'effet de l'exposition aux écrans au moment où les enfants doivent dormir, c'est-à-dire juste avant la sieste et juste avant la nuit. Et que ça, c'est vraiment du temps où il faut absolument bannir les écrans parce qu'une très grosse partie des effets observés sur le développement cognitif de l'enfant vient de l'impact des écrans sur le sommeil des enfants. Et c'est une vraie problématique. Alors, pas forcément pour les professionnels, mais ici, je m'adresse plutôt aux parents. C'est-à-dire que vous avez encore des parents, plus de 50% des parents, qui considèrent que les écrans n'ont pas d'effet sur le sommeil de leurs enfants. S'il y a une chose qui est très avérée, sur laquelle on a un niveau de preuve qui est extrêmement important, c'est bien le fait que les écrans ont un effet délétère sur le sommeil des enfants. Et les enfants ne dorment pas assez dans nos sociétés. Pour vous donner une idée, un enfant de 0 à 3 ans, c'est entre 11 et 13 heures de sommeil par jour. Et donc, il faut sanctuariser le sommeil des parents, pardon, des enfants, des parents aussi, mais en tout cas, celui des enfants. Donc, et puis, la dernière chose, c'est
offrir finalement des alternatives. C'est-à-dire qu'on peut pas simplement aller voir les parents en leur disant il faut plus d'écran. Il faut bien leur expliquer qu'il faut offrir des alternatives à leurs enfants. Il faut que ils puissent, on puisse leur offrir aussi des alternatives culturelles, des alternatives ludiques, qu'ils puissent avoir à disposition des livres, des jeux de société, et que c'est ça aussi le véritable enjeu de cette lutte contre la surexposition aux écrans. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, on a une internaute qui nous demande interdire l'écran, combien de temps avant le sommeil, en fin de compte, éviter le... C'est ouais. Alors moi, vous avez vu, hein, j'essaye tout le Oui, temps de ne jamais on est utiliser. d'accord. Je dis qu'en tout cas, il faut sensibiliser les parents au fait qu'au moins 1 heure avant d'aller se coucher, il faut stopper les écrans, parce qu'en fait, la façon dont on a un lien entre exposition aux écrans et sommeil, c'est le fait que les écrans vous exposent à de la lumière artificielle très fortement, notamment quand c'est des tablettes et des portables, parce qu'on est très proche de l'écran, et que ça va décaler en fait le pic d'une hormone qu'on appelle la mélatonine, qui va vous permettre de ressentir la fatigue et de vous endormir. Donc il y a un véritable enjeu au moins 1 heure avant. Et on a Jean-Charles qui nous demande à partir de quel âge serait-il intéressant pour le développement de l'enfant de lui proposer un contenu type dessin animé ou musique? Alors, bah, encore une fois, on a des données qui montrent que effectivement, à partir de 3 ans, 2-3 ans, ça dépend des études, mais 2 ans et demi, 3 ans, du contenu ludo-éducatif de très bonne qualité, avec accompagnement des parents. Et j'insiste bien là-dessus. Il faut que les enfants soient accompagnés sur les écrans. Euh, Dans ces cas-là, on peut avoir des effets positifs, même sur le développement langagier de l'enfant. Mais je dis bien, les études portent sur des enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Avant, on n'a pas d'études très concluantes de ce point de vue-là. Et c'est toujours sur du contenu de très bonne qualité, accompagné par les parents ou accompagné par un adulte. Donc ça joue beaucoup, parce que le fait d'être en co-visionnage du contenu fait que, et c'est une des choses que j'ai pas pu vous présenter, mais c'est ce que montrent les méta-analyses sur le sujet, c'est effectivement à ce moment-là qu'on voit apparaître potentiellement dans certaines études des effets positifs de l'exposition aux écrans. Et on a une question de Vincent qui nous fait part d'une pratique pour laquelle je pense pas mal d'adultes vont se reconnaître, à savoir concernant le téléphone. Mon fils aime regarder les photos prises sur le téléphone, les petites photos qu'on fait en famille, etc. 10 minutes max par jour, et c'est un risque aussi. Alors, c'est pas un risque de la même manière. C'est pas un risque de faire un petit Skype ou un petit Zoom avec les grands-parents qui sont éloignés, qui sont pas forcément dans la même ville. Ça pose aucun problème. Souvent, ça se fait en plus en groupe et on le fait en accompagnant l'enfant, et donc ça pose pas de problème, surtout sur des temps d'exposition qui sont courts. Ensuite, il reste quelques questions qui restent ouvertes. Notamment, il y a une question de plus en plus fréquente qui se pose, par exemple sur le développement visuel quand même de l'enfant. Il faut savoir que les enfants jusqu'à 4 ans ont un système, en tout cas jusqu'à 4 ans, voire même 6-8 ans, sont toujours euh, euh, dans un temps en fait du développement de l'œil qui n'est pas totalement finalisé, et que donc ça pose une question de les exposer à ce type d'écran. Donc il faut le faire, mais si on le fait, enfin il faut le faire. Si vous le faites, il faut le faire sur des temps qui sont limités. Et enfin, peut-être pour prendre la dernière question, je suis désolé pour celles et ceux qui seront frustrés, mais on va essayer de respecter quand même le timing. Est-ce que l'écran de smartphone est un écran à part? C'est vrai notamment dans le rapport, le smartphone est aussi au cœur de pas mal des préoccupations, y compris de nos politiques, visiblement. Est-ce que c'est un écran vraiment à part parmi tous les écrans, et comment le gérer avec ces jeunes enfants? Alors, il est à part parce que les usages sont un peu différenciés que sur d'autres écrans. C'est-à-dire que relativement similaires que sur la tablette, mais quand même le portable, parce qu'il est plus l'usage en est plus simple, notamment pour des petites mains. On a tendance à le mettre plus proche de notre visage, et le fait qu'on le mette plus proche de notre visage nous expose beaucoup plus à de la lumière artificielle, expose notre système visuel aussi à un flux d'informations visuelles qui est beaucoup plus proche de notre œil, donc avec des risques effectivement chez les très jeunes enfants qui sont un peu plus importants sur le développement du système visuel.
Et puis aussi, on a beaucoup insisté sur les smartphones, essentiellement du fait que c'est souvent le smartphone, c'est souvent le l'appareil qu'on utilise pour aller sur les réseaux sociaux. Et notre gros point de focal, c'était quand même la problématique des réseaux sociaux et de l'exposition à du contenu non approprié. Donc c'est plutôt par ce prisme-là. Et c'est vrai quand même que sur la télé, la grosse différence, c'est que souvent on la regarde en groupe, on la regarde rarement seul. Donc il y a aussi cette question de l'usage seul et de l'usage, enfin de l'usage individuel et de l'usage collectif, où c'est très différent effectivement ce que ça peut produire en termes d'effets négatifs. Allez, une dernière question, parce que il y en a beaucoup et ça serait dommage de... Je trouve cette question assez intéressante parce que elle est en lien avec des pratiques qui ont beaucoup explosé depuis les confinements. Y a-t-il des risques liés au télétravail? Mon enfant me voit régulièrement fixer mon écran. Cela pose-t-il un problème? Et là, je pense que vous allez nous parler de technoférence. Oui, ben, ça pose un problème dans la mesure où vous ne pouvez pas répondre aux sollicitations de votre enfant. Et c'est bien tout le problème. On voit bien que quand on est sur les écrans, on est comme nos enfants, notre système attentionnel est capté parce qu'on est en train, ce à quoi on est exposé. Donc on a beaucoup de mal à répondre à la demande de l'enfant. Et effectivement, pour le développement cognitif, mais aussi socio-émotionnel de l'enfant, le fait que nous, parents, ne puissions pas répondre aux sollicitations de notre enfant, ça joue sur son développement émotionnel, ça joue parfois même sur son lien, sur les liens et les interactions sociales qu'il va, ces interactions avec les parents, et ça peut avoir des effets sur son développement émotionnel. Donc c'est pas du tout anodin en fait de passer énormément de temps sur nos écrans quand on devrait être en interaction avec nos enfants. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre du télétravail, on peut d'une part essayer dans ces moments-là de s'isoler si on a la possibilité de le faire, de l'expliquer à l'enfant, de dire qu'il y a des temps effectivement où maman ou papa peut pas prendre ce temps d'interaction avec eux, mais si déjà c'est dit et que par ailleurs il y a d'autres temps de déconnexion réelle dans lesquels on va interagir avec ses enfants, à ce moment-là, ça nous permet d'une certaine manière de prévenir des effets négatifs potentiels. Très bien, bah écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment Grégoire pour ces précisions, Merci à ces vous. explications. Je sais que le temps imparti était assez court, mais on sait aussi que c'est Pas difficile un de problème. trouver difficile de trouver du temps pour les parents et les professionnels. On a voulu initier cette formule. Sachez qu'il y aura d'autres webinaires. Le prochain aura lieu en juin. Vous pourrez également retrouver ce webinaire en replay sur le site de l'Open et de la Maison Bleue très prochainement. Merci à toutes et à tous pour votre participation. On était en moyenne 150 dans ce live, donc c'était chouette de vous avoir parmi nous. Merci à la Maison Bleue pour cette initiative. Merci à Grégoire. Passez toutes et tous une excellente journée et à très bientôt.